Wall Street, printemps 2000. Le monde des affaires est en ébullition. Deux géants de la finance, les banques JP Morgan et Chase, se rapprochent. En perspective, une fusion qui pèse 30 milliards de dollars, une fusion que rien ne doit gêner. Au même moment à Washington, une commission présidentielle enquête sur les rapports entre les banques américaines et l'Allemagne nazie. La commission plonge dans des archives jusqu'alors inaccessibles. 60 ans après la Seconde Guerre mondiale, des secrets inavouables ressurgissent, les milieux bancaires s'inquiètent, l'Amérique interroge son passé et découvre les preuves qu'elle a vendues son âme au diable. Ce sont ces preuves que révèle notre enquête. En ce printemps 2000, cela fait 2 ans que la commission présidentielle enquête sur l'argent et l'Holocauste. À sa tête, le sous-secrétaire d'État au Trésor, Stuart Eisenstadt. C'est lui qui a nommé son directeur des recherches, Mark Mazurowski. La tâche de la commission est lourde, établir les responsabilités des banques américaines pendant la guerre et trouver un accord pour dédommager les familles de déportés dont l'argent est resté bloqué dans les coffres depuis la fin de la guerre. De l'étude des archives surgira la justice, c'est du moins ce qui est prévu. Et puis survient un événement troublant. Un jour, 12 boîtes sont arrivées au bureau exécutif de la commission et je me suis renseigné sur l'origine de ces boîtes et elles provenaient d'un cabinet d'avocats à New York qui représentait justement la Chase Bank dans le cadre de la fusion avec Morgan. Les boîtes étaient vraiment très bien protégées, ce qui était quand même assez bizarre puisque si la commission devait faire le jour, enfin, devait éclaircir la situation, c'était vraiment un comportement assez inattendu. C'est-à-dire bien protégé? C'est-à-dire qu'elles étaient dans une salle particulière et puis personne n'avait droit d'accès. Et il fallait demander la permission. Alors moi, j'ai demandé, en fin de compte, à la personne qui gardait les boîtes. Je lui ai dit, écoute, je vais jeter un coup d'œil quand même parce que, en ma qualité de directeur de recherche, il faut que je sache que moi, de toute façon, je connais l'affaire assez bien, enfin, je connais le dossier. On m'a permis de regarder une boîte. Et j'ai dit, parfait. Alors, j'ai regardé la boîte très rapidement et je me suis rendu compte que c'est des documents très incriminants sur la façon dont la Chase a profité des organisations en Allemagne. Il y avait également des documents sur justement le trafic des Rückwandermark, c'est-à-dire c'est le produit de la liquidation des biens juifs en Allemagne et le recyclage de ce produit sur le marché américain en échange de devises étrangères. Nous savons que la Chase Manhattan, JP Morgan et quelques-unes des banques les plus importantes de New York avaient en dépôt des biens juifs qu'elles n'ont jamais restitués à leurs propriétaires. M. Eisenstadt avait insisté auprès de la commission qu'elle traite en profondeur des agissements des banques américaines en territoire occupé et dans le Reich. Alors que la fusion entre les banques JP Morgan et Chase est imminente, les deux hommes sentent que quelque chose ne va pas au sein de la commission. Alors que les deux banques préparaient leur fusion, nous avions là le moment idéal pour entrer dans leurs archives et mener le type de recherche que nous avions demandé à d'autres pays de faire. Mais cela n'a pas été fait. Tout simplement pas. Pourtant, un homme aura accès à la plupart de ces documents. Norman Gouda est historien, il ne faisait pas partie de la commission d'enquête. Des documents accablants pour la Chase, il en a vu des centaines. Il existe des documents qui montrent très clairement que la Chase avait compris que le gouvernement allemand achetait des dollars avec des marques confisquées aux Juifs. La raison pour laquelle la Chase s'est lancée dans cette affaire, c'est qu'il y avait environ 550 000 Juifs qui vivaient en Allemagne. On pensait bien qu'ils allaient tous partir et laisser leurs biens derrière eux. Après la nuit de cristal, la Chase fut réellement excitée car les Juifs se sont mis à fuir en plus grand nombre et dans l'urgence. Alors le problème n'est pas seulement que la Chase a fait tel ou tel bénéfice, mais la raison pour laquelle ils se sont lancés dans cette affaire, c'est qu'ils pensaient qu'elle allait être très rentable pendant tout un temps. La combine était toute simple, convertir en dollars l'argent volé aux Juifs. La Chase accepte ce marché, ce sera l'opération Rückwandermark. Une affaire juteuse puisque sur chaque opération de change, la banque encaissera une commission 15 fois supérieure à la normale.
Tout au long de cette activité qui s'est développée de 1936 à 1941, les Allemands ont fait un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars sur le marché des changes aux États-Unis. La commission que la Chase a ramassée s'est élevée à un peu plus d'1 demi-million de dollars. Sur ce passé trouble, la Chase n'a visiblement pas envie de parler. J'ai transmis le message à nos services pour voir si ça nous intéressait de vous rencontrer, mais pour l'instant, je n'ai toujours pas de réponse. Lorsqu'on est tellement habitué à parler de la Shoah, enfin simplement dans le cadre, éventuellement, évidemment, des massacres, des atrocités qui ont été commises, et de ne pas regarder justement le flou, tout l'aspect ambigu de la Shoah, c'est-à-dire l'opportunisme qui a accompagné la Shoah, qui a travaillé de pair avec la Shoah, c'est-à-dire tous les gens qui ont profité du massacre des autres. Ça, c'est vraiment un sujet qui est vraiment pas très confortable. Après des semaines de négociations au téléphone, la Chase nous renvoie finalement vers son avocat vedette, Owen Pell. C'est lui qui a apporté les 12 boîtes aux administrateurs de la commission Eisenstadt. Ces 12 boîtes racontent toute l'histoire. Ces 12 boîtes étaient les archives que nous avons pu trouver au cours de notre enquête. Manifestement, Maître Pell n'a pas pour mission d'en dire plus. Il brouille les pistes, il joue avec nos questions pour présenter sa ligne de défense. Et lorsqu'on aborde le problème des Ruck-Wanderer Marx, le ton change. Je ne vais pas faire de commentaires devant la caméra sur l'opération Ruck-Wanderer. Ne nous lançons pas là-dedans. Vous ne commentez pas? Pourquoi? Du point de vue de la banque, c'est de l'histoire ancienne. Norman Gouda rabâche de l'histoire ancienne. Chase a fait ce que font les banques. Le but est de faire du profit. Et le fait que la source de leur profit était la souffrance des gens, cela ne les inquiétait pas plus que ça. La banque n'a tout simplement aucun intérêt à réagir à ce sujet. Ils estiment qu'ils n'ont rien à y gagner. Ils ne pensent pas que Gouda apporte des nouveautés. Peut-être que ça intéresse les historiens, mais du point de vue de la banque, ce n'est pas nouveau et cela ne mérite pas de commentaires. Si une entreprise américaine participe à cela, alors ils sont complices d'un crime. Ils sont complices d'un vol. Cela ne fait aucun doute. Malaise quand nous nous obstinons. Les Ruck-Wanderers, c'est un point très délicat. Oui, les Ruck-Wanderers. Vous pouvez poser votre caméra si vous ne filmez plus. 60 ans après la guerre, il est encore impossible pour un représentant de la Chase d'avouer ouvertement ce qu'il admet hors caméra. Oui, la banque s'est bien enrichie avec l'argent des victimes de l'Holocauste. Oui, elle a signé en toute connaissance de cause un pacte avec le diable. De mon point de vue, la commission ne s'est pas suffisamment occupée de ce problème. Il doit y avoir un lien entre ce refus d'analyser le contenu de ces boîtes et de permettre la fusion. Donc ce que vous nous dites, ces 12 boîtes, c'était de la dynamite? C'est de la dynamite. Et jusqu'à présent, personne ne sait véritablement ce qu'elles contiennent, enfin, le tout. Pourquoi? Parce que moi, je regardais qu'une seule boîte. J'avais le temps simplement de faire ça, mais en fin de compte, personne n'a regardé ces boîtes. Elles sont restées là pendant 3 semaines, elles sont reparties à New York. Mais vous avez signalé l'existence de ces boîtes? Oui, je les ai signalées, mais on m'a regardé comme si j'étais fou. Vous en avez parlé à M. Eisenstadt? Non, j'en ai jamais parlé avec lui parce que je n'avais pas le droit d'accès aux administrateurs de la commission. Attendez, vous êtes le directeur des enquêtes de la commission et vous n'avez pas accès au directeur de la commission? Les 3 directeurs de recherche qui étaient mis en place au sein de la commission n'avaient pas le droit de s'adresser aux administrateurs de la commission, c'est-à-dire au conseil d'administration, sans l'accord préalable de nos dirigeants administratifs. Nous avons questionné Stuart Eisenstadt sur ces 12 boîtes inaccessibles. Apparemment, sa surprise est totale. Tout d'abord, c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne peux vous donner aucune explication car je ne suis pas au courant. En tout cas, ça souligne le fait que j'ai évoqué plusieurs fois que nous n'avons pas procédé à l'examen nécessaire des dossiers des grandes banques et des États dans lesquels elles agissaient. En cet hiver 2000, Eisenstadt aurait bien voulu continuer le travail de la commission. Mais le président Clinton exige qu'un accord soit trouvé avant la fin de son mandat présidentiel. En décembre, un accord est finalement signé. Il prévoit pour solde de tout compte de restituer 22,5 millions de dollars aux familles des victimes du nazisme. 22,5 millions de dollars,
Une somme dérisoire si on la compare aux estimations établies par le ministère des Finances américain à la fin de la guerre. Ces rapports d'enquête dévoilent justement, dans le cas de la Morgan par exemple, qu'elle avait enregistré des bénéfices de 100-150 millions de francs de l'époque, ce qui fait, on parle en fin de compte de 45-50 millions peut-être de dollars. De l'époque. De l'époque. C'est-à-dire aujourd'hui? Multiplié par 8. 400 millions de dollars. Pour la Chase, le chiffre est plus bas, mais on parle au moins de 20 ou 25 millions de dollars de l'époque, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle en fin de compte de 160-180 millions de dollars. Et lorsque M. Eisenstadt et le Congrès juif mondial ont essayé quand même de régler cette question des avoirs juifs, le fait que le règlement global de 22,5 millions ait été accepté est vraiment un outrage. C'est carrément une insulte. Ça n'a rien à voir avec la réalité historique. Ils auraient dû carrément exiger au moins une centaine de millions de dollars pour justement compenser les victimes. Toujours est-il qu'à la rubrique des mariages, le 13 septembre 2000, la Chase et JP Morgan annoncent leur fusion pour la somme de 33 milliards de dollars. Rien ni personne n'est venu troubler cette union. Un chapitre est clos. Les liens entre les banques américaines et les nazis auront été à peine effleurés. Mais ce sont d'autres incroyables secrets qui vont être dévoilés. Le président Clinton prend une décision exceptionnelle, une décision qu'aucun autre pays au monde n'a prise à ce jour, ouvrir la quasi-totalité de ses archives sur la Seconde Guerre mondiale et les criminels de guerre nazis. Avec le Nazi War Crimes Disclosure Act, les autorités américaines ont enfin décidé d'affronter le passé. C'est ici, aux Archives nationales à Washington, à l'intérieur de ces cartons restés fermés pendant 60 ans, que dormaient les derniers secrets sur les relations entre l'Amérique et le Troisième Reich. Depuis janvier 1999, 8 millions de documents en provenance de tous les services secrets des États-Unis ont été rendus accessibles aux historiens de l'IWG, un groupe de travail mandaté par l'administration Clinton. Richard Breitman dirige cette équipe. Ce qu'il a découvert au terme de 6 années de recherche bouleverse bien des idées établies. À la libération des camps, l'extermination des Juifs par les nazis fut une découverte effroyable. D'après les déclarations officielles, aucun gouvernement ne savait qu'une politique d'anéantissement avait existé. Avec l'ouverture des archives, nous allons finalement découvrir ce qu'ils savaient vraiment et depuis quand. On a fait une découverte frappante. Il s'agit d'un ensemble de dépêches du consul chilien à Prague. Cet homme, prénommé Montrivas, était particulièrement bien disposé à l'égard des responsables nazis. Et il apparaît qu'il avait des liens étroits avec le bureau de Heydrich. Il rendait compte en permanence de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Il cherchait à faire comprendre à ses supérieurs à Santiago ce qu'étaient les agissements des nazis à l'égard des Juifs, et pas seulement les Juifs de l'ex-Tchécoslovaquie. Fondamentalement, il annonçait que les nazis essayaient de vider toute l'Europe de ses Juifs. Voici une partie de ces messages jusqu'alors classés top secret. Des messages envoyés par le consul chilien dès juin 1941 à son ministère. Des trains remplis de ces gens se dirigent vers Litzmannstadt, qui est le nouveau nom de l'ancienne ville polonaise de Łódź. J'ai le sentiment que le but est de se débarrasser des Juifs à tout prix. La question juive est en train d'être en partie résolue dans le protectorat, étant donné qu'il a été décidé d'éradiquer tous les Juifs et de les envoyer en Pologne. Avec le triomphe de l'Allemagne, l'Europe sera libérée des Sémites. Une Europe libérée des Sémites. Ces dépêches sont immédiatement interceptées par les services de renseignement britanniques. Nous sommes en juin 1941, au moment même où la solution finale commence à se mettre en place dans le plus grand secret. Ces images ont été filmées par un caméraman amateur allemand. Nous sommes en Pologne, quelques jours seulement après l'interception des dépêches du consul chilien par les Anglais. Ce sont probablement les premiers charniers de la solution finale.
Il faut attendre mars 1942, 9 mois plus tard, pour que Londres transmette les dépêches du consul à Washington. Elles arrivent dans le bureau de William Donovan, le patron des services secrets américains. Un tout petit nombre de copies sera distribué à quelques responsables politiques seulement. En fouillant dans les archives, nous découvrons que, curieusement, certains documents ont été expurgés. Quelques-uns des documents, du fait qu'ils contenaient des informations d'ordre économique, étaient envoyés au ministre des Finances, Henry Morgenthau Jr., qui se trouvait être le seul juif au sein du gouvernement du président Roosevelt. Malheureusement, les documents sur la politique nazie vis-à-vis des Juifs n'ont pas été envoyés à Morgenthau. Lui seul aurait pu comprendre leur importance et réagir en conséquence. Et de fait, il n'y aura pas de réaction. Ces documents seront ignorés pendant 60 ans. À Washington, nous retrouvons Fisher O. Cet homme avait au moins 2 raisons d'accéder en mars 1942 aux dépêches du consul chilien. D'abord, il était l'assistant de William Donovan, le chef de l'espionnage américain, celui à qui les Anglais transmettent les dépêches en mars 1942. Et puis, Fisher O était responsable des liaisons entre Londres et les services secrets américains pendant la guerre, mais interrogé sur ces dépêches, M. O est formel. Je ne savais rien sur l'Holocauste quand j'étais avec William Donovan à Washington et à Londres. En tout cas, ça ne devait sûrement pas être suffisamment dans mes préoccupations pour que je puisse me souvenir 60 ans après qu'on ait eu des informations là-dessus. L'Holocauste, un événement tellement éloigné des préoccupations des services secrets américains qu'il n'a laissé aucune trace dans la mémoire de cet homme. Ils ne voulaient pas s'occuper des conséquences humanitaires. En partie parce qu'ils craignaient que cela interfère avec le déroulement de la guerre, et en partie parce qu'ils estimaient que ce n'était pas assez important. Si on l'a manqué, c'est que l'on concentrait toute notre attention sur le bombardement de sites qui étaient des cibles militaires et non pas politiques. Notre priorité, c'était d'accompagner l'effort de guerre pour la gagner. Et dans ces conditions, l'Holocauste n'était certainement pas une préoccupation majeure de notre travail. On peut en être désolé aujourd'hui. Mais c'était la réalité de la guerre à Washington et à Londres. Ils ne comprenaient pas, ou ils ne voulaient pas comprendre, que s'ils attendaient jusqu'à la fin de la guerre, et s'ils laissaient les nazis faire tout ce qu'ils voulaient, il n'y aurait plus un seul juif en vie. Ne pensez-vous pas que ce soit dommage que tous vos efforts et ceux du reste du monde n'aient pas pu arrêter l'Holocauste? Tout ce que l'on aurait pu faire pour arrêter l'Holocauste aurait été formidable. Mais je ne crois pas que l'on puisse accuser nos dirigeants de ne pas avoir suffisamment réagi face à l'Holocauste. Car cela n'était tout simplement pas dans les priorités de la guerre. Est-ce qu'un assistant de Donovan, comme Fisher O, aurait pu voir les dépêches du consul? Oui. Quand ces documents sont arrivés dans le bureau de Donovan, Fisher O aurait pu être là. C'était lui qui coordonnait les informations. Oui, il était là. Fisher O, l'homme chargé des liaisons entre les services secrets américains et anglais, n'en dira pas plus. Il est peut-être le dernier témoin du sort réservé aux dépêches du consul pendant la guerre, l'indifférence ou l'ignorance. Que l'Holocauste ait été une surprise, un choc total en 1945, au moment où on a découvert ce qu'étaient vraiment les camps de concentration et d'extermination. Écoutez, si on parle des responsables gouvernementaux qui avaient accès aux documents des services secrets,
il n'y avait aucune raison qu'ils soient surpris, vu que de nombreux renseignements étaient accessibles. En fait, ils avaient des informations, mais elles n'ont pas eu suffisamment d'impact. Pendant ce temps-là, de nouvelles informations concernant le sort réservé aux Juifs continuent d'arriver chez les Anglais. Quelques semaines après les premières dépêches du consul chilien, les Anglais mettent la main sur un nouveau document. Nous sommes en septembre 1941. Ce document était de nature à changer le cours des événements. Et pourtant... Voici les premières sources d'informations les plus fiables sur les massacres des Juifs par les Allemands en Union soviétique. Elles sont totalement fiables parce qu'il s'agit de messages émis par les Allemands eux-mêmes. Des déchiffrages postérieurs, datant d'août 1941, annonçaient exécution d'un total de 32 074 partisans et juifs. Et ça continue, page après page. Donc, en septembre 1941, les chefs des renseignements britanniques qui recevaient ces rapports avaient compris que les nazis liquidaient systématiquement tous les juifs sur lesquels ils mettaient la main en Union soviétique. C'était une date très précoce. C'était plus de 3 mois avant la conférence de Wannsee. La conférence de Wannsee, le tournant dans l'escalade de l'horreur. Ce 20 janvier 1942, le dirigeant SS Heydrich dévoile l'ordre du jour: comment planifier industriellement le massacre de tous les Juifs d'Europe. L'extermination des races dites inférieures s'organisera après Wannsee pour atteindre un rythme effréné. Les nazis pourront désormais éliminer jusqu'à 70 000 personnes par jour. La conférence de Wannsee a eu lieu le 20 janvier 1942. Or, à cette date, les Alliés avaient déjà eu accès aux télégrammes chiliens et aux documents de la police allemande. Les faits sont donc maintenant établis. Des informations décisives sur l'extermination des Juifs d'Europe étaient parvenues aux Alliés avant même la mise en place industrielle de la solution finale. Ce n'est pas tout. Un rapport des services secrets britanniques atteste qu'ils avaient parfaitement pris la mesure de la politique des nazis. En voici la preuve. L'homme des services secrets chargé d'analyser les informations a résumé la situation des Juifs sur le continent sous le titre « Politique d'extermination ». Les Allemands poursuivent clairement une politique d'extermination contre les Juifs. La citation est tirée d'un document officiel allemand. Tout ce qui subsistera de Juifs en Pologne, ce seront des cimetières juifs. 22 janvier 1942, 2 jours après la conférence de Wannsee. Pour Richard Breitman, après 6 années d'enquête au cœur des archives américaines, il n'y a plus aucun doute. Donc, les fonctionnaires de l'OSS, les renseignements américains, qui ont reçu ces séries de rapports, disposaient d'une grande quantité d'informations. Pas seulement à propos de meurtres nazis isolés, mais à propos des politiques nazies. Ils savaient que les nazis pratiquaient une politique d'extermination des Juifs, point final. Nous sommes en janvier 1942. 500 000 Juifs ont déjà été anéantis, mais les 5 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui vont périr sous la main des nazis sont encore en vie. Les Alliés taisent ce qu'ils savent de l'Holocauste, alors que les informations qui parviennent jusqu'à Washington sont de plus en plus précises. Lisbonne, 26 juin 1942. L'Allemagne ne se contente plus de persécuter les Juifs. Elle les extermine systématiquement. Depuis maintenant plusieurs mois, le Troisième Reich a brutalement détruit la population juive de 2 manières efficaces, famine et exécution de masse. Frontière allemande, 7 novembre 1942. La date exacte à laquelle Hitler a décidé d'effacer les Juifs de la surface de l'Europe au sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire en les tuant, n'est pas connue. À chaque fois, le département d'État dissimule ses documents. Ils ne voulaient pas que ce genre d'informations circule largement, car cela pouvait les forcer à faire des choses qu'ils ne considéraient pas judicieuses. L'Holocauste pouvait perturber les plans des Alliés, il valait mieux l'ignorer. Alors qu'une partie du gouvernement s'enfonce dans une complicité passive, quelques hommes tenteront pourtant de réagir. 2 ans plus tard, Josiah Dubois, haut fonctionnaire au Trésor, dénoncera cette censure délibérée. Il rédigera un rapport qui a aujourd'hui valeur de preuve accablante.
Les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères n'ont pas seulement échoué à obtenir des informations concernant les plans de Hitler pour exterminer les Juifs d'Europe. Dans le cadre de leurs fonctions, ils sont allés jusqu'à essayer subrepticement d'empêcher l'accès aux informations concernant le massacre des Juifs en Europe. Les éléments de preuve d'une telle assertion sont si épouvantables et si tragiques qu'il est difficile d'y croire. Mais le ministère des Affaires étrangères américain n'en reste pas là. Il connaît le sort qu'Hitler réserve aux Juifs d'Europe, et cela ne l'empêche pas de prendre des mesures pour limiter au maximum leur entrée aux États-Unis. Sous prétexte de sécurité, on a tellement entravé l'obtention de visas qu'il n'y a pas lieu de s'étonner que l'entrée de réfugiés dans ce pays n'approche même pas les quotas d'immigration autorisés. Une politique qui n'épargnera personne, pas même les enfants. Pourtant, en Europe, beaucoup avaient pour seul espoir la fuite vers les États-Unis. En attendant, certains trouvaient refuge au château de la Guette, un relais de chasse du baron Guy de Rothschild. C'est ici, en mars 1939, à quelques kilomètres de Paris, que 130 enfants juifs venus d'Allemagne et d'Autriche ont été cachés jusqu'au début de la guerre. Parmi eux, Anna, Werner et Martin. Moi, je suis là. Tu es là? Ah oui. Ah, j'étais quand mieux que maintenant, j'étais jeune. Oui, puis mieux, moi toi, j'étais là, moi je suis là. Oui, oui. Quand cette photo était prise, tout le monde voulait partir. Bah, tout le monde voulait partir. Tout le monde aurait bien voulu partir, mais personne ne pouvait partir tout seul. Un homme a tout fait pour les aider, Robert Jablon, ancien secrétaire particulier du baron de Rothschild. La question s'est évidemment posée immédiatement d'explorer toutes les possibilités d'organiser l'émigration de ces enfants qui étaient particulièrement menacés. Et je suis entré en contact avec le consulat général des États-Unis à Lyon. L'état d'esprit dans toutes les familles, après la nuit de cristal, était fuir. Et fuir où? Aux États-Unis si possible, parce que c'était loin, parce que c'était un pays riche, parce que c'était un pays d'immigration traditionnelle. Le problème des États-Unis était un problème d'avoir des visas réguliers et ensuite d'organiser sous une forme parfois extraordinairement compliquée les transports. Les transports ne parviennent pas à s'organiser et les taux se resserrent. L'OSE, Association de secours aux enfants, dresse une liste d'adolescents dont la situation en France est critique. Francis Caquelin a été à la Guette aussi. Après, il y a ta sœur, tiens. Et toi aussi, tu es sur la liste. Hein. Après, Heinrich Rosenthal, qui lui a été déporté. Hein. Norbert Roth, pareil, il a été déporté. Est-ce qu'ils se rendaient compte que ces enfants risquaient la mort? Ils se rendent parfaitement compte. Peut-être pas tous, enfin, mais ceux qui déterminaient finalement l'action des autorités consulaires, ça va être parfaitement bien. Aucun problème. En août 1942, le gouvernement de Vichy envoie des milliers d'enfants juifs dans les camps. À ce moment, l'Amérique est le seul pays qui négocie avec les autorités françaises pour sauver des enfants. Elle est prête à en prendre 5000, mais les démarches sont longues. Les convois de l'espoir ont du mal à s'organiser. En novembre 1942, les relations diplomatiques entre la France et les États-Unis sont rompues. L'Allemagne envahit la zone sud. C'en est fini de l'émigration vers l'Amérique. À Washington, nous avons retrouvé un groupe de survivants dont certains figuraient sur les listes de ceux qui devaient partir. En fait, aucun d'entre eux n'a réussi à rejoindre les États-Unis pendant la guerre. Nous les rencontrons au musée de l'Holocauste devant la mosaïque dessinée par des enfants longtemps après 1945. Pendant la guerre et tout de suite après, les États-Unis ont fait venir 1000 enfants juifs. Mais l'Angleterre en a pris 10 000. Ils ont été payés pour le faire. Et franchement, certains n'ont pas toujours eu la vie facile. Mais le résultat, c'est qu'ils ont survécu. Ces 10 000 enfants ont survécu. Alors si l'Angleterre a pu ouvrir son pays et accepter 10 000 enfants juifs,
L'Amérique ne pouvait-elle pas au moins faire la même chose? À la fin de la guerre, l'heure était venue de traquer les coupables de cette barbarie. Au procès de Nuremberg, plusieurs dirigeants nazis sont jugés pour crimes contre l'humanité. Hitler, Himmler et Goebbels se sont suicidés. Eichmann et Bormann ont disparu. Il reste à capturer les milliers d'individus qui ont pris part au massacre. Une partie des services américains se lance donc dans une chasse aux criminels de guerre, mais une petite partie seulement. Robert Livingstone est un ancien du CIC, le contre-espionnage de l'armée américaine. En 1946, il est envoyé en mission dans les Alpes autrichiennes, précisément là où de nombreux criminels de guerre ont trouvé refuge. Le CIC était très préoccupé pendant quelques mois, ou peut-être une année, par la capture des nazis. Au début, c'était son principal travail, mais cela a rapidement changé. Il y avait une affiche que nous avions tous sur le mur de notre bureau. C'était une liste de gens susceptibles d'arrestation immédiate. Si vous rencontriez quelqu'un du parti nazi, vous étiez censé l'arrêter. Et je me souviens être entré dans le bureau de mon officier. Je lui ai demandé « Alors, où on en est avec cette liste d'arrestation immédiate ?» Il m'a répondu « Oublie-la, maintenant on traque les communistes. » De chaque côté du rideau de fer, c'est maintenant la guerre froide qui se prépare. La chasse aux nazis se transforme en une course au recrutement. David Murphy travaillait pour la CIA à Berlin dans les années 50. Pour lui, ce sont les Russes qui ont commencé. À Berlin, nous savions pertinemment qu'ils menaient une grande opération de recrutement d'anciens nazis et d'anciens officiers de l'armée. Mais dans les deux cas, ou dans beaucoup de cas, les Allemands eux-mêmes venaient nous voir. Et ils disaient, « Vous savez, les Russes m'ont demandé de faire ça, qu'est-ce que je dois faire ?» Ils cherchaient à les recruter. Nous savions pertinemment qu'ils cherchaient à les recruter. Et donc nous les recrutions en premier et on les retournait contre les Soviétiques. La course est lancée. Les Soviétiques ont une longueur d'avance et les Américains sont prêts à tout pour rattraper leur retard. À Bruxelles, nous rencontrons Peter Bagley. Dans les années 50, il arrive en Autriche. Quelques années plus tard, il deviendra pour la CIA le responsable mondial du contre-espionnage, section Union soviétique. Notre but était toujours de recruter des sources, des informations sur l'Union soviétique, dont nous ne savions absolument pas assez, et nous étions toujours sous pression de nos chefs à Washington pour obtenir des données sur les soviétiques. Et on a cherché partout les informations. Et c'est tout à fait possible si quelqu'un prétendait avoir de bonnes informations de l'Est, qu'on aurait pu au moins parler avec lui. À la fin de la guerre, Ladislav Niznanski est un jeune Slovaque de 27 ans. Il décide d'approcher les Américains pour les aider dans leur lutte anticommuniste. Le passé de Niznanski, les Américains le connaissent bien. Ils savent qu'il dirigeait une unité de miliciens pro-nazis rattachée à l'armée allemande. Au tableau de chasse de cette unité, une équipe d'agents secrets anglo-américains qui sera déportée à Mauthausen. C'est le seul cas à l'OSS où il y eut des prisonniers de guerre dans un camp de concentration qui furent interrogés sauvagement, torturés, puis fusillés. Pourtant, après la guerre, les Américains ont recruté Niznanski. Oh, vous savez, les Américains ont recruté beaucoup de monde. On avait coutume de dire dans les services secrets américains, quand nous avons divorcé des Russes, nous avons épousé les Allemands. À Bratislava, nous avons retrouvé l'homme chargé par les Américains d'interroger Ladislav Niznanski le jour où il s'est présenté à eux comme un réfugié politique. Cet homme, c'est Joseph Wissen. Bonjour, bienvenue chez nous. Pour les Américains, Wissen était un homme de confiance. Ils voyaient en lui une source de renseignements sur l'Europe de l'Est. Dans son bureau, il nous raconte sa première rencontre avec Niznanski. Après environ une heure de discussion,
Il s'est mis à réfléchir. J'ai compris que quelque chose se brisait en lui. Il m'a dit, « Vous savez, j'espérais rencontrer une personne avec laquelle je pouvais parler en confiance. Je ne suis pas un réfugié. Je n'ai pas besoin de l'asile politique. Je suis envoyé par les services secrets de l'armée tchécoslovaque pour espionner dans la zone américaine parmi les réfugiés politiques. » Les Américains se sont intéressés à lui à partir du moment où je leur ai dit qu'il était envoyé en tant qu'espion. Pendant notre entretien, un détail nous frappe. Ce sont ces deux petits bustes posés sur le téléviseur derrière Joseph Vysen. Première statuette, Andrei Hlinka, fondateur d'une milice qui porte son nom. Entraînés par les SS, les gardes de Hlinka sèment la terreur et éliminent les résistants. Seconde statuette, Joseph Tiso, chef d'un gouvernement de collaboration, responsable entre autres de la déportation vers les camps d'extermination de 70 000 juifs slovaques. Condamné à mort, il sera pendu en 1947. Ça représente qui ces statuettes? En fait, oui, ça c'est la Confédération des prisonniers politiques. Non, je vous parle des statuettes, là. La première, c'est l'ancien président de l'État slovaque. Ça c'est pour le premier. Et la deuxième, c'est Andrei Hlinka, le président de l'ancien parti politique à l'époque de l'ancienne Tchécoslovaquie. Le docteur Tiso, lui, a été élu président et il s'est avéré être un politicien de qualité. Vous avez dit tout à l'heure que vous auriez dû cacher ces statuettes. Oui, je l'ai dit, mais vous mélangez tout, vous les accusez de collaboration, mais ce n'est pas vrai, ils n'ont rien à voir avec ça. Cela n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Vysen est un exemple parmi tant d'autres des collaborateurs plus que douteux que s'attachent les Américains après la guerre. Pourtant, Joseph Vysen, ce n'est rien à côté des hommes de Gehlen, ces fameux collaborateurs de la CIA. En 1945, Reinhard Gehlen, ancien espion en chef d'Adolf Hitler contre l'Union soviétique, n'a plus de travail. Il se présente à la CIA comme une très précieuse source d'informations sur l'armée rouge. Le réseau Gehlen, certains anciens nazis y trouvent refuge et même protection. Seule condition de la CIA, ne pas recruter des criminels de guerre au sein du réseau. Mais les archives dévoilent aujourd'hui une toute autre réalité. En focalisant nos efforts sur l'organisation Gehlen, nous avons remis sur pied, sans nous en rendre compte, les pires criminels de guerre nazis. Nous leur avons offert un sanctuaire en leur fournissant une couverture d'agents secrets. Ce que révèlent les archives, c'est qu'en 1950, 1300 hommes, soit plus d'un tiers du réseau Gehlen, sont des anciens nazis. Et nombreux sont coupables de crimes contre l'humanité. Eric Depner, un des responsables de la déportation de 100 000 juifs hollandais. Konrad Fiebig, ancien membre de l'Einsatzkommando 9, responsable de la mort de 11 000 juifs en Biélorussie. La liste est longue. Depuis 60 ans, le réseau Gehlen était présenté comme l'un des plus grands succès américains contre les soviétiques. Pourtant, certains agents de la CIA voyaient les choses autrement. J'avais, comment dire, une relation peu bienveillante à l'égard de l'organisation Gehlen. Je trouvais que ce qu'ils faisaient à Berlin n'était pas bien. Ils ne savaient rien faire. Ils foiraient à tous les coups, du point de vue opérationnel et du point de vue de la sécurité. À mon avis, il ne nous serait jamais venu à l'idée de recruter la vermine qu'engageait le CIC et d'autres services. Recruter ces types, nous savions que ça n'avait aucun sens. Pas seulement d'un point de vue moral, mais parce qu'ils n'étaient pas bons. Ils n'étaient pas de bons agents de renseignement. Ils étaient le produit d'un système totalitaire. Vous voulez dire qu'ils étaient juste bons à arrêter et tuer les Juifs, mais pas pour l'espionnage? Tout à fait. Ils étaient doués pour faire un tas de choses qui maintenaient les Allemands en esclavage. Les hommes de Gehlen incompétents? Peut-être, mais ce que la CIA ignorait, c'est qu'ils représentaient un tout autre danger. Nombre d'entre eux étaient des agents doubles. Ce qui s'est passé, c'est que les Soviétiques se sont rendus compte que Gehlen engageait d'anciens SS. Ils se sont servis de cette information pour faire chanter des gens et les pousser à travailler pour Moscou.
C'est vrai qu'il y eut au sein de l'organisation Gehlen, dans les années 50, un certain nombre de défections au profit de l'Allemagne de l'Est. Ils ont recruté Hans Felfer, Hans Clemens. Qui était Hans Felfer? Eh bien, Heinz Felfer est devenu le chef des activités secrètes anti-soviétiques de l'organisation Gehlen. Et les gens le considéraient comme le futur leader de l'organisation Gehlen. Étiez-vous en contact avec Felfer? Ah oui. Qu'est-ce que vous pensiez de lui à l'époque? C'est difficile à dire. Je pensais qu'il était un bureaucrate allemand typique, qui n'avait pas de connaissance profonde des soviétiques. Mais il jouait un rôle. Je ne savais pas à l'époque qu'il était un agent soviétique. Heinz Felfer, numéro 2 du réseau Gehlen, a réussi un coup de maître, mais c'est en faveur du camp soviétique. L'organisation Gehlen voulait se positionner comme le service de renseignement au service de l'OTAN. L'assistant de Gehlen, Felfer, en tant qu'officier traitant, était chargé d'aller dans chaque pays de l'OTAN pour être informé de tous les secrets. J'ai discuté avec un officier américain qui est un de mes amis. Il m'a dit que tout ce qu'il y avait dans le placard secret américain, on en a parlé à Felfer. Heinz Felfer lui-même était une taupe communiste. Donc tout ce que les services secrets français, anglais et américains savaient a été communiqué à Gehlen et Felfer. Et tout est allé à Moscou. Toujours avec l'aide de la CIA, l'organisation Gehlen, repère d'anciens nazis et d'agents soviétiques embusqués, devient en 1955 le BND, les premiers services secrets de la République fédérale allemande. De retour aux archives, nous sortons le dossier d'un des hommes de Gehlen, le baron Otto von Bolschwing. À la lecture de ces pages, nous découvrons qu'en 1954, après 9 ans de service au sein de la CIA, le baron décide de s'installer aux États-Unis. Seulement voilà, selon les lois américaines, son passé dans les SS empêche son immigration. Comment faire? Il se tourne vers la CIA. Voici leur réponse. Nous lui avons dit de nier toute affiliation avec quelque instance que ce soit, SS, SD, Abwehr ou autre. La raison de notre consigne est la suivante. L'autorisation à son entrée aux États-Unis est conditionnée par notre accord secret. C'est ainsi que l'homme de Gehlen, protégé par la CIA, peut immigrer aux États-Unis en toute tranquillité. 6 ans plus tard, il devient citoyen américain. Industriel respecté, il bénéficie de protection jusqu'au sein du Congrès. Von Bolschwing vivra sans encombre en Amérique jusqu'à sa mort en 1979, même si quelques mois auparavant, son passé le rattrape, un passé que découvrira brutalement son fils, Gus von Bolschwing. J'ai reçu un coup de téléphone au bureau. C'était le ministère de la Justice. C'était il y a plus de 20 ans. Bref, il me parlait de mon père. Il me disait qu'on voulait le dénaturaliser. Et j'ai dit, mais de quoi parlez-vous? Je ne me souviens pas de ce qu'ils ont dit exactement. Mais en gros, il était impliqué dans une affaire qui faisait de lui un criminel de guerre. Je crois qu'ils m'ont dit, enfin je leur ai dit, de quoi vous me parlez? Mon père travaille pour les Américains. Il était à la CIA à cette époque. Selon les archives, lorsque la CIA recrute von Bolschwing, elle sait parfaitement à qui elle a affaire. La CIA savait que Otto von Bolschwing avait été le représentant de Himmler à Bucarest. Elle savait qu'il avait entretenu une relation très étroite avec la Garde de Fer, qui était une organisation encore plus antisémite que le gouvernement roumain. La CIA savait que von Bolschwing avait joué un rôle de conseiller auprès de la Garde de Fer quand elle a lancé son pogrom contre les Juifs de Bucarest en 1941. La CIA savait que von Bolschwing avait aidé les chefs de la Garde de Fer à quitter la Roumanie. Ce qu'il a fait, c'est encourager des fascistes roumains à commettre des crimes contre l'humanité. Loin de le condamner, cette relation avec les plus extrêmes des fascistes roumains sera son sésame pour entrer dans la CIA et s'y reconvertir. Cette information était cruciale quant à leur décision de le recruter.
Ils voulaient recruter von Bolschwing parce qu'il était en mesure de leur donner accès aux gardes de fer qui vivaient un peu partout en Europe en 1949. Mais von Bolschwing avait gardé un secret que même la CIA ignorait. Dans le département anti-juif, il a travaillé avec son compatriote, l'Autrichien Adolf Eichmann. Ce que la CIA ne savait pas, c'est que dans les années 1930, von Bolschwing avait été le tuteur de Eichmann sur les questions relatives aux Juifs. C'est dans le département anti-juif que von Bolschwing a vanté l'intérêt des pogroms. Il a écrit que la meilleure manière de pousser les Juifs hors de l'Allemagne était de leur faire peur. Himmler remarqua le travail de von Bolschwing, et après l'Anschluss, après que l'Autriche ait été absorbée par l'Allemagne, Himmler envoya von Bolschwing et Eichmann en Autriche pour commencer le processus d'expropriation des biens juifs. Vos parents vous ont-ils parlé de l'Holocauste? Je crois que mon père m'en a parlé dans des termes assez vagues. Que vous a-t-il dit? Vous savez, quelque chose d'assez général sur le fait que c'était une tâche atroce sur l'Allemagne. Il ne vous a jamais parlé d'Eichmann, par exemple? Non. Alors que l'ancien bras droit d'Eichmann prospère aux États-Unis, le 23 mai 1960, une nouvelle fait la une de l'actualité. Les Israéliens viennent d'arrêter Eichmann. Adolf Eichmann. Adolf Eichmann נמצא כבר במעצר בארץ ויעמוד בקרוב למשפט בישראל. Von Bolschwing sait que pour préparer le procès d'Eichmann, les Israéliens vont fouiller dans les archives du Bureau des Affaires Juives de la SS, là où son nom figure en première place. Pris de panique, il prévient la CIA qui réagit immédiatement. Nous nous attendons à ce que le sujet puisse être cité comme un collaborateur de Eichmann, comme l'un de ses complices. Si une telle information devenait publique, cela pourrait s'avérer gênant pour les États-Unis. En effet, l'ancien nazi vient de déposer sa candidature auprès du département d'État pour l'obtention d'un poste en Inde. Certains responsables de la CIA envisagent de faire disparaître le passé SS du dossier von Bolschwing, mais le risque est trop grand. 2 agents convoquent alors von Bolschwing. Voici la synthèse de la rencontre. Nous lui avons dit que les documents sur Eichmann établissent que ce qu'il a dit à l'agence concernant ses activités de nazi est loin de la vérité. Nous lui avons expliqué que personne ne lui en voulait, le but de la rencontre n'était pas punitif, mais il fallait attirer son attention sur le scandale qui pourrait résulter du maintien de sa candidature. Ses sponsors du Congrès seraient alors éclaboussés. Le baron retirera sa candidature et en échange, la CIA lui garantit le silence. Pendant 18 ans, Otto von Bolschwing finira tranquillement ses jours aux États-Unis, où il s'adonnera à son passe-temps favori, les croisières de luxe. Pensez-vous que l'Amérique, ou plutôt la CIA, a eu raison de faire venir votre père aux États-Unis? Je suis content qu'il l'ait fait, sinon je ne serais pas américain. Et c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. En fait, étant donné les valeurs que nous défendons, probablement pas. Après 1945, entre 5000 et 10 000 nazis ont trouvé refuge aux États-Unis. 60 ans après, les historiens de l'IWG continuent leur travail au cœur des archives. Malgré l'amertume de Stuart Eisenstadt, les recherches de la commission d'enquête sont terminées. Quant à Mark Mazurowski, il ne veut pas en rester là, car pour lui, il y a encore des vérités gênantes à dévoiler. La question de l'or est inexistante dans le rapport final de la commission. Et ça, c'est une décision politique. La question de l'or, une question d'importance qu'on avait pris soin d'ignorer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle touche rien de moins que la politique monétaire américaine.
Regardons simplement la Banque fédérale de New York. L'accusation majeure contre cette banque, c'était qu'elle avait accepté justement des lingots d'or qui avaient été, entre guillemets, contaminés par les avoirs des victimes du nazisme. Contaminés, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y avait des traces chimiques, enfin, des résidus chimiques résultant de la fonte des objets personnels qui avaient appartenu aux hommes et aux femmes juives qui avaient été, en gros, exterminés à Auschwitz et dans les autres camps de concentration. C'est une question très délicate parce que ça veut dire, en fin de compte, que l'Amérique était susceptible de recevoir ces lingots dès la seconde moitié de 1939. C'est-à-dire que l'Amérique devait dire non à certains lingots et oui à d'autres. Et ça, elle ne pouvait pas se permettre parce que la valeur du dollar était carrément soudée à la valeur constante du lingot d'or, à 35 $ l'once. Et toute déviation, toute question, toute incertitude pourrait, enfin, aux yeux en tout cas des dirigeants américains, détruire carrément la politique monétaire des États-Unis, ce qui fait qu'ils ont créé carrément leur propre carcan. Et ça explique en partie pourquoi l'Amérique, en fin de compte, s'est désistée de toute prise de position sur l'origine des lingots, même si ces lingots avaient été pillés, même s'ils contenaient le résidu des objets de famille des victimes du nazisme. Aujourd'hui, une partie de l'or qui circule à travers le monde contient les valeurs des victimes. Dans le rapport final de la commission Eisenstadt, seules quelques lignes évoqueront en passant la question de l'or. La justice pour les victimes de l'Holocauste devra encore attendre.